islamiste. Je cite, « C'est la secte des assassins qui a inventé le terrorisme, mais elle le pratiquait avec perversité et raffinement en évitant toujours de faire couler les flots de sang que répandirent ses disciples au XXe siècle et après, quand l'industrialisation et la massification gagnèrent tous les domaines. La secte des assassins roulait sur l'or en faisant cracher les puissants au bassinet. S'ils ne mettaient pas la main à la bourse, ils risquaient d'être égorgés à tout moment. Tous trouillaient devant elle, même ce Rodomont de Saladin qui, comme à peu près tout le monde, avait versé son obole. Du sultan de Mossoul à Concorde au calife égyptien Abou Ali Mansour, longue est la liste des personnalités tuées sur l'ordre des grands maîtres qui se succédèrent à la tête de la secte. Cultivés, les Nizarites privilégiaient une lecture ésotérique du Coran, y recherchaient le sens caché des mots et méprisaient la plupart des prescriptions rituelles de l'islam vulgaire comme la sunna. Des mystiques sophistiqués à l'instar des soufistes, mais avec un poignard. Les assassins détestaient la guerre. Plutôt que de massacrer les populations qui n'en pouvaient mais, ils préféraient frapper à la gorge des mauvais payeurs ou les coupables de volerie tels Conrad de Montferrat, roi de Jérusalem, tué en 1192 pour avoir pillé un navire bourré de marchandises à eux destinées. Contrairement au terrorisme des islamistes des XXe et XXIe siècles, celui de la secte des assassins était propre, si j'ose dire. Ces adeptes ne tuaient pas à tort et à travers, ils ne s'attaquaient qu'aux puissants, jamais aux innocents, aux femmes ou aux enfants. Avec eux, pas de victimes collatérales. De plus, quand on compare la classe de ces chefs de l'époque à l'inculture des bouffons d'aujourd'hui, il apparaît que l'histoire a fait de grands pas à reculons. Donc, selon l'écrivain, les assassins seraient les inventeurs du terrorisme, mais seraient à bien des égards différents des islamistes actuels qui constitueraient une sorte de version bouffonne et caricaturale des assassins. En raison du refus des assassins d'une lecture littérale du Coran et du fait que leur cible ne soit pas des masses civiles innocentes, mais des hommes puissants. Néanmoins, malgré ces précisions historiques, l'auteur s'appuie davantage sur une vision légendaire de l'histoire des assassins. Déjà, il est discutable que les assassins soient vraiment les inventeurs du terrorisme. C'est aussi une manière d'inscrire l'invention du terrorisme dans l'histoire de la civilisation islamique. Mais surtout, les procédés que le vieux de la montagne utilise pour parvenir à ses fins dans leur roman sont presque copiés tels quels du récit de Marco Polo. Lorsqu'il décrit le palais des assassins, l'auteur dit « Partout dans ce palais fleuri, sous les palmiers et les grenadiers, chantaient des fontaines et des ruisseaux. Le moindre des délices du lieu n'était pas l'innocence ni la beauté des jeunes filles. Sous les ombrages, elles se prélassaient sans vergonde, en petite tenue de soie, les tétins à l'air, la bouche entrouverte sur d'irrésistibles caresses de langue. C'était là que la secte des assassins fanatisait ces tueurs qu'elle ne sélectionnait pas, bien sûr, en fonction de leur intelligence. Elle leur faisait croire que ce jardin était le paradis des croyants, celui dont parle Mahomet dans le Coran, qui les attendait après leur mort. Drogués avec un breuvage au hashish, ils étaient régulièrement introduits et traités mieux que des princes. Au royaume céleste des jeunes filles à prendre, les futurs assassins passaient plusieurs jours à s'enivrer de tous les délices, l'un des principaux consistant, comme il est écrit dans le Coran, à déflorer les vierges, les fameuses houris. Quand, après avoir été drogués à nouveau au hashish, les jeunes gens étaient ramenés dans le monde réel, ils tombaient de haut et ne songeaient plus qu'à retourner au jardin des délices. Au moins y avait-il goûté, contrairement aux terroristes islamistes de jour. Donc, comme les recruteurs de Daesh, le vieux de la montagne promet à ses sbires un paradis et les fameuses 72 vierges. Toutefois, à la différence des organisations terroristes islamistes récentes, dont les membres doivent se résigner à des promesses de récompense post-mortem, le dirigeant des assassins parvient à livrer à ses disciples un avant-goût de ce paradis grâce à son simulacre. Donc, plus qu'une explication rationnelle et historique du terrorisme actuel, l'écrivain crée une sorte de comparaison fictionnelle assez ambiguë, dans laquelle le choix du contexte des croisades et d'une histoire légendaire comme écho aux attentats islamistes ne semble pas anodin, d'autant plus qu'il qu'il considère les croisades comme une réaction aux invasions musulmanes en Europe. Cette légende présente ici les bourreaux comme des jeunes hommes dupés en raison de leur manque d'intelligence, les victimes comme des chrétiens croisés ou des rivaux musulmans, et l'explication du comportement terroriste par l'appât d'un faux paradis. Ce n'est pas sans rappeler une explication simplificatrice et monocausale de l'émergence du terrorisme comme conséquence d'une promesse manipulatrice d'un paradis rempli de houris par les recruteurs.
Et relativement à ce djihadisme, le double de l'auteur, dans le récit qui se passe en 2016 à Marseille, tombe amoureux d'une immigrée syrienne, musulmane pratiquante voilée, et ayant appris que cette Syrienne a eu une relation avec un membre de l'État islamique, il fait d'abord mener une enquête sur elle par un hacker qui est un indique de la police, musulman pratiquant, mais chargé de traquer les djihadistes. Ayant acquis grâce à Samir, ce hacker, que Leïla, la jeune fille, a connu cet amant sans connaître les intentions islamistes et terroristes de celui-ci, et qu'elle n'est elle-même pas salafiste, il peut enfin se marier avec elle. Samir, quant à lui, sera assassiné par des islamistes à la fin du roman. Donc, sur un plan axiologique, on a l'impression qu'il y a d'un côté les victimes, les Européens et les bons musulmans modérés, de l'autre les bourreaux, les islamistes terroristes, qui s'en prennent donc à la fois aux Européens et aux musulmans modérés. Ce qui rappelle que les victimes des Nizarites étaient à la fois des croisés ou des musulmans qui ne partageaient pas leur foi. Donc l'asymétrie entre le récit médiéval et le récit contemporain n'est pas parfaite. On n'a pas l'impression que l'histoire se répète de façon identique, mais toutefois qu'elle se ressemble. Et cette superposition du terrorisme islamiste moderne et du mythe des assassins dans le contexte des croisades se retrouve chez de nombreux écrivains contemporains. Et j'aimerais enfin m'arrêter sur l'exemple qui me semble le plus saillant, c'est celui de Philippe Sollers, dans une interview datant de la fin de l'année 2015, donc peu après les attentats en France. Et il y parle de sa consommation de Captagon, une drogue qui aurait été utilisée par les djihadistes de Daesh avant de commettre leurs attentats. Et Solers raconte qu'il a lui aussi consommé cette substance dans les années 70, mais en tant que stimulant pour écrire. Je cite, le démarrage foudroyant qui est sa caractéristique essentielle, donc du Captagon, vous en trouvez trace dans les 2 livres où j'ai supprimé la ponctuation pour aller plus vite, H et Paradis. J'ai gagné des heures grâce à cette formule chimique. Elle ne m'a pas donné envie d'aller tuer qui que ce soit, mais d'écrire un peu plus rapidement. Donc cette drogue permettrait apparemment de rester concentré sur une seule tâche. Et Solers ajoute, j'ai eu la curiosité de me demander si ce n'était pas une tradition très ancienne, et j'ai appris qu'elle remontait aux Vieux de la Montagne, une secte ismaélienne fondée en Iran et en Syrie au XXIe siècle. Vous avez affaire à un personnage tout à fait important, puisqu'il faut maintenant apprendre les noms arabes, Hassan Issaba. Les Vieux de la Montagne avaient l'habitude de bourrer leurs tueurs de hashish, ce qui permettait de les envoyer à la mort. Ils tuaient des croisés, donc de nouveau les mêmes victimes que chez Gisbert. Et les croisés, voyant ces gens qui n'avaient absolument pas peur de mourir et qui les tuaient allègrement, les ont appelés les hashichins. C'est devenu assassins par dérivation. Donc on retrouve cette filiation légendaire assassin relié au terrorisme islamique actuel, avec cette fois comme point de comparaison entre les assassins et les djihadistes de Daesh, la consommation de drogue. Et le lien avec les terroristes ayant fait allégeance à l'État islamique est assez explicite. Je cite, mon attention a été attirée par le témoignage d'une otage au Bataclan qui a vu les assassins achever les blessés sans aucun état d'âme. Il faut les voir, les imaginer, entrer dans leur tête pour savoir ce qui se passe. Cet otage a expliqué que l'assassin commençait sa descente. Or, bourré de Captagon, je vous assure que la descente doit être infernale. Et qu'à ce moment-là, il vaut mieux en finir tout de suite, se faire exploser. Donc, ces pauvres types qui se sont fait manipuler, on retrouve le même profil psychologique que dans le roman précédent, et ont été envoyés pour faire plus de dégâts possible. On connaît maintenant leur référence, un pur produit de chimie. Il n'y a pas que les trafics de coton et de pétrole pour l'État islamique, mais aussi la drogue. Et c'est là notamment qui permet de manipuler les gens. C'est intéressant de voir que bourré de Captagon, l'acte consistant à devenir roi du monde et à supprimer tout ce qui est humain devient possible. Plus que les victimes, il semble que ce soit les terroristes qui intéressent l'écrivain, puisqu'on a une sorte d'identification seulement partielle de celui-ci aux djihadistes. On a une sorte d'acte d'empathie, paradoxalement, pour comprendre le manque d'empathie des terroristes. Et ce qui permet à Solers de se faire en quelque sorte le guide de son public,
c'est de pouvoir se mettre dans la tête des bourreaux parce qu'il a justement consommé la même drogue, non pas pour tuer, mais pour écrire, et qu'il sait justement ce que c'est que se sentir roi du monde. Or, le fait que les djihadistes aient consommé du Captagon a été invalidé par les autopsies des terroristes tués, et il semble que ça soit une sorte de rumeur médiatique qui se soit répandue pour expliquer l'inexplicable ou pour donner une explication au comportement des djihadistes qui tuaient de sang-froid. Et ironie de l'histoire, il semble que l'explication des assassinats-suicides des Nizarites par le mythe du hashish ait été inventée par les croisés qui, eux aussi, ne parvenaient pas à comprendre qu'on puisse ainsi se sacrifier pour une cause. Donc, sans qu'ils le sachent, l'explication de Solers repose sur une double fiction. Donc, en conclusion, les résurgences du mythe des assassins apparaissent souvent dans des crises sociopolitiques et montrent à quel point les sociétés, plus que de discours rationnels ou de réflexion, ont besoin du recours à l'imaginaire, ont besoin de mythes, étant donné la difficulté de rationaliser peut-être des phénomènes extrêmement complexes et douloureux. On trouve dans cette fiction une sorte de sentiment ambivalent de fascination et de rejet des auteurs pour les attentats suicides. D'un côté, ils ont une sorte de mythe qui leur permet de raconter des histoires sensuelles, violentes, transgressives. Et de l'autre côté, ces fictions attribuent la responsabilité des actions qualifiées d'immorales à une figure d'altérité éloignée dans l'espace et dans le temps, et dont l'histoire a été remodelée par des fictions successives. Ça permet aussi d'inscrire le terrorisme dans l'histoire islamique et de montrer que la conception violente de l'islam des djihadistes est quelque part archaïque, antimoderne, et que même au Moyen-Âge, les terroristes étaient moins sanglants. Ce qui permet de montrer aux lecteurs, en premier lieu occidentaux, puisque si on leur explique le djihadisme, c'est qu'a priori ils ne le sont pas, c'est comme si on voulait leur montrer qu'ils font partie des justes et que la terreur vient d'ailleurs, de l'Orient et du Moyen-Âge. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Aurélien, c'est de reçu très, très singulière. On en discutera tout à l'heure. On va donner la parole à Ursula, si tu peux te présenter rapidement. Bonjour, je m'appelle Ursula Hennichfeld. J'ai la chaire de littérature romane à l'université Heinrich Heine à Düsseldorf, c'est-à-dire de littérature française et espagnole. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je me réjouis beaucoup d'être ici et de partager avec vous quelques modestes réflexions. J'ai publié en 2002 un livre sur le 11 septembre dans la littérature française et espagnole, d'où mon intérêt de voir comment ça s'est transformé au long des dernières années. Le 11 septembre 2001, nous le savons tous, a été considéré comme une césure qui a changé le monde pour toujours et comme un événement médiatique d'envergure transnationale. Néanmoins, l'interprétation de ce qui s'est passé le 11 septembre, les causes qui peuvent être identifiées ainsi que les effets des attentats terroristes divergent fortement. Si l'on analyse, comme je l'ai fait, des romans français et espagnols à ce sujet, on constate que la configuration littéraire opère plutôt dans un schéma national et que la fictionnalisation puise dans des discours mémoriels nationaux très spécifiques. J'essayerai de décrire dans une première partie les modèles narratifs, mythes, topoi et métaphores présents dans les romans français. Et partant de ces réflexions, j'ouvrirai la perspective dans la deuxième partie sur les romans qui traitent des attentats terroristes de 2015 pour mettre en évidence quelques-unes de leurs similarités et de leurs différences. Et je terminerai par une très courte analyse du seul roman allemand sur le Bataclan que je connaisse, lui-même peut-être moins connu en France. Je commence donc avec la fictionnalisation
les attentats du 11 septembre dans la littérature française. Et mon premier point, c'est le récit de l'indicible supposé. Une caractéristique des romans étudiés est qu'ils se rattachent au récit de survivants des camps de concentration et de la Shoah. Cela se produit, par exemple, par le biais du topos de l'indicible, de certains intertextes, de références intermédiaires ou de métaphores qui renvoient au contexte de la Shoah. Dans presque tous les romans français étudiés, un narrateur insiste sur le fait qu'il s'avère difficile d'écrire au sujet du 11 septembre ou d'en parler. Les attentats sont qualifiés ex negativo d'inintelligibles, d'indicibles, d'inédits, d'indescriptibles, d'irracontables, etc. Ils constitueraient un défi à l'imagination et à la représentation. Beck-PD, par exemple, parle de la mission impossible de comprendre ou d'écrire au sujet des attentats de New York. Son narrateur considère le roman comme, je cite, une tentative peut-être vouée à l'échec de décrire l'indescriptible. À la fin du roman, on peut lire, je cite à nouveau, « À partir d'ici, on pénètre dans l'indicible, l'inracontable, veuillez nous excuser pour l'abus d'ellipse. J'ai coupé des descriptions insoutenables. » Fin de citation. Dans Que la paix soit avec vous, Serge Jancourt résume le 11 septembre de la manière suivante, je cite, « Les morts se taisent, les vivants ne veulent pas entendre et les survivants ne peuvent pas parler. » Et vous savez, c'est une formule d'Elie Wiesel et de Jorge Semprún légèrement modifiée. Un paradoxe me semble être inhérent à ces discours. D'une part, on parle d'indicible, d'inimaginable, d'impossible, etc. et on insiste sur la césure. Le 11 septembre serait une tragédie sans précédent. De l'autre côté, tant dans la presse que dans la fiction romanesque, on lit souvent le 11 septembre aurait été sans doute aussi traumatisant que Pearl Harbor. Les attentats sont considérés comme quelque chose de complètement nouveau, mais dans un même temps, on les compare à d'autres événements d'envergure mondiale, Pearl Harbor, Hiroshima ou la Seconde Guerre mondiale. La plupart des romans francophones sur le 11 septembre prêtent leur voix à des témoins immédiats, mais se limitent à certains groupes de témoins. Certains romans essayent d'expliquer comment on devient terroriste. D'autres romans ont pour personnage principal un rescapé, mais jamais ils ne parlent des sauveteurs, des personnes dans la rue qui regardent les tours s'écrouler ou des passagers des avions, à l'exception de Michel Vinavert dans son œuvre théâtrale 11 septembre 2001. Souvent, ce topic de l'indicible et de la non-communicabilité est traité par des références intertextuelles ou intermédiaires aux témoignages de Primo Levi ou de Robert Antelme, à Nuit et brouillard d'Alain René, à Shoah de Claude Lanzmann ou à La vie est belle de Roberto Benigni. Beck-PD, dans Windows on the World, je cite encore une fois, compare explicitement le 11 septembre à la Shoah. Je cite, Claude Lanzmann dit que la Shoah est un mystère, le 11 septembre aussi. Ou bien une autre citation, le Windows of the World était une chambre à gaz de luxe. Ses clients ont été gazés, puis brûlés et réduits en cendres comme à Auschwitz. Ils méritent le même devoir de mémoire. Le Ground Zero est, selon lui, une autre citation, le plus grand crématoire du monde. Fin de citation. À part ces références intertextuelles explicites, l'évocation permanente de la chair humaine brûlée, de cendres ou de neige renvoie à la littérature des camps. Dans le cas de Beck-PD, c'est certainement une provocation bien calculée. D'ailleurs, pour la traduction américaine du roman, il a éliminé ces passages. Dans d'autres romans, on a plutôt l'impression que cela se fait de manière inconsciente. De toute façon, j'émets l'hypothèse qu'avec la fictionnalisation du 11 septembre, le consensus concernant la singularité de la Shoah est rompu. Cela ouvre la voie à une dédifférenciation de différents événements historiques et à une réduction de la Shoah à quelques clichés et stéréotypes, quelque chose que je trouve particulièrement problématique. Mon deuxième point, c'est l'image du terroriste comme perdant radical. C'est un terme de l'écrivain allemand Hans Magnus Enzensberger. Souvent, les fictionnalisations du 11 septembre tentent d'expliquer comment des hommes se radicalisent pour devenir des terroristes suicidaires. Pour ce faire, les récits inventent une histoire préalable qui est souvent construite à l'aide de clichés stéréotypés et d'orientalisme pour construire une chaîne de causalité.
Par exemple, presque tous les terroristes dans les romans s'appellent Mohamed ou Omar. Souvent, ils ont perdu leur père et leur emploi et leur petit ami les a quittés. On pourrait citer comme exemple de cette catégorie l'attentat de Yasmina Khadra et la dernière nuit d'un damné de Slimane Ben Aissa. Dans l'attentat, un chirurgien arabe de nationalité israélienne apprend que son épouse, belle, riche, bien intégrée dans la société, est morte dans un attentat suicidaire, et pire encore que c'était elle, la terroriste suicidaire. Il commence à mener des recherches pour comprendre sa motivation. Il parle avec des collègues, sa famille, la police, un imam, même avec des terroristes, mais aucune des explications présentées ne réussit à le convaincre. Même quand il reçoit avec un certain retard la lettre d'adieu de son épouse, sa motivation reste obscure. Il s'avère impossible de donner un sens à ces actes. Silence et se taire sont des mots-clés dans le roman de Khadra. Les gens n'arrivent pas à se comprendre. Parler signifie bavarder ou mal comprendre. Le roman de Khadra émet l'hypothèse selon laquelle le terrorisme serait le résultat d'une communication échouée, voire d'une communication impossible. Ce roman est intéressant puisqu'il met l'accent sur un élément souvent ignoré dans les débats publics sur le 11 septembre, le fait que le terrorisme n'est pas uniquement une affaire d'hommes, mais que des femmes aussi y participent activement. Le roman La dernière nuit d'un damné raconte l'histoire d'un jeune immigrant de la deuxième génération et explique le phénomène du terrorisme d'une autre manière. Le protagoniste a perdu son père dans des circonstances mystérieuses et vit une grave crise identitaire. Il n'est membre à part entière ni de sa culture d'origine, ni de la société française, et se sent victime d'une double altérité. Ce déracinement est utilisé par les terroristes qui lui offrent amitié, appartenance à un groupe et respect, et le radicalisent de plus en plus. On se rend compte que le roman lie le sujet du 11 septembre à une thématique actuelle depuis bien longtemps déjà, la question des banlieues et de l'intégration des immigrants de première et de deuxième génération dans leur société d'accueil. En résumé, le terrorisme est présenté dans la majorité des cas comme un problème uniquement masculin. Une forte motivation religieuse n'apparaît presque jamais. Dans beaucoup de cas, les textes construisent une étroite relation de cause à effet qui exclut la possibilité que des gens libres puissent se décider de leur propre gré à devenir des terroristes et qu'ils soient clairement responsables aussi de leurs actes. Troisième point, le 11 septembre comme défenestration. Les romans sur le 11 septembre s'inspirent des images canonisées des attentats terroristes, notamment du motif des jumpers ou du falling man. Il s'agit ici de montrer comment l'horreur est à la fois amplifiée et transposée en images poétiques. Pour ce genre de récit, l'ekphrase joue un rôle primordial. Ainsi, par exemple, dans le roman Évoluer parmi les avalanches de Yannick Enel, où le narrateur contemple des photographies des Falling Men et éprouve un désir impossible de retourner en arrière et de revenir à un monde intact. Ces images fantasmagoriques hantent, par exemple aussi dans 11 septembre, mon amour de Luc Lang. Dans ce roman, l'ekphrase a pour fonction de représenter l'horreur de manière synesthésique. Il va au-delà de la représentation uniquement visuelle. Plusieurs romans décrivent des spectateurs devant leur poste de télévision, hypnotisés par les images, comme pétrifiés par le regard de la méduse. Et c'est d'ailleurs un leitmotiv qui apparaît tant dans les récits des camps de concentration que dans les écrits de Baudrillard et de Virilio sur la guerre du Golfe. Dans les passages métafictionnels, les romans témoignent du fait qu'une fonction de la littérature consisterait à révéler ce que les images de télévision ne montrent pas. Quatrième point, le terrorisme comme événement audiovisuel. De nombreux romans font appel non seulement à la dimension visuelle des attentats terroristes, mais aussi à leur dimension auditive. Les textes littéraires s'opposent à la politique des images qui fait partie du War on Terror afin de faire entendre les voix des victimes. Le roman 11 septembre, mon amour de Luc Lang commence par la phrase « J'ai entendu des voix ». Il fait bien sûr allusion au début du film Hiroshima, mon amour de René, qui traite de la relation entre réalité et représentation, voire de la possibilité ou impossibilité de parler d'Hiroshima.
Lang applique ce dialogue au 11 septembre. Au début, le narrateur réfléchit aux voix des victimes qui, prises au piège des Twin Towers déjà en feu, appellent leur famille pour leur faire leurs adieux. En écoutant les voix enregistrées, le narrateur devient témoin auditif de l'événement. La vue, en tant que sens dominant du 11 septembre, est relativisée et critiquée. Dans ces textes, ce qui est nouveau, ce ne sont pas les images, mais les voix du 11 septembre. Le narrateur de Lang parle d'une physique charnelle de la voix. L'élément de la voix domine le roman entier de Luc Lang, même dans les réfractions ironiques. Le président des États-Unis est dénommé W, comme V, Bush. Mais ce n'est pas seulement une plaisanterie facile. Les États-Unis sont présentés comme un pays qui ne sort pas de la phase orale. Pour le narrateur français, passionné par la cuisine de son pays, les plats américains, hamburgers, mettent ce point en évidence. Mais la critique va plus loin. Les Américains se seraient, dans un geste anthropophagique, approprié l'autre, c'est-à-dire les premiers habitants, dans un génocide qu'ils effaceraient de l'histoire de leur pays. En remplaçant Hiroshima par 11 septembre, Lang veut rendre visible un autre effacement, le Ground Zero d'Hiroshima, c'est-à-dire la mémoire de ce premier Ground Zero, est écrasé et remplacé par le Ground Zero de New York. Hiroshima devient ainsi un non-lieu de l'histoire et de la mémoire collective. Les États-Unis passent, selon l'hypothèse implicite du roman, de coupables dans le cas de la bombe atomique à victimes dans le cas du 11 septembre. Cinquième et dernier point, le topos de la césure mondiale face aux comparaisons historiques. De manière similaire à une grande partie de la presse de l'époque, de nombreux textes littéraires participent à la construction d'une césure culturelle. Mais en même temps, les comparaisons historiques sont fréquemment reprises sans qu'on remarque la contradiction. Il est cependant intéressant de constater que les romans français et les romans espagnols renvoient à leur manière aussi à un blanc dans la mémoire nationale. En Espagne, c'est, vous pouvez déjà le deviner, la guerre civile espagnole qui manque dans les énumérations de césures historiques d'envergure d'importance majeure. En France, c'est la guerre d'Algérie. En France, la comparaison la plus fréquente est celle avec Hiroshima. La fictionnalisation et les témoignages des attentats de 2015. En ce qui concerne la fictionnalisation de 2015, les références à la Shoah sont présentes partout. Par exemple, dans Survivre, Finkelstein mentionne entre autres de manière explicite la fosse commune, les wagons à bestiaux, Auschwitz, l'odeur de gaz, les fours crématoires, le Sonderkommando. Elle compare 2015 au 11 septembre à Nagasaki et à Hiroshima. Philippe Lançon réfléchit dans Le Lambeau à la question de savoir s'il est un survivant ou un revenant et se décrit, comme je cite, aussi lucide que déporté. Christophe Naudin, dans son journal d'un rescapé du Bataclan, critique à juste titre les explications réductrices des attentats et du phénomène de la radicalisation. Il insiste sur la complexité, sur l'histoire connectée et condamne, et je crois qu'il a raison de le faire, le fait de considérer chaque terroriste comme une victime préalable. Un contre-exemple me semble problématique. Dans son témoignage « Mourir au Bataclan », Pierre Albertini, père d'un fils assassiné, réfléchit à l'origine arabe du mot assassin et suggère que le meurtre serait dans l'ADN arabe. Il tombe dans le piège de la simplification et de la généralisation quand il écrit qu'à partir des années 1970, des immigrants, et je cite, venus d'autres horizons sans intention de participer au développement du pays, fin de citation, auraient répandu l'endoctrinement religieux et salafiste. Albertini compare les attentats de novembre avec le 11 septembre et la nuit de la Saint-Barthélemy. Il utilise une métaphore qu'on trouve fréquemment dans les discours sur le 11 septembre, une métaphore hautement problématique, le terrorisme vu comme virus, bien sûr connu des écrits de Baudrillard et d'autres sur le 11 septembre. Ce qu'on peut constater dans plusieurs témoignages sur les attentats de 2015, c'est la sacralisation des victimes considérées comme héros ou martyrs, comme, et là je cite la dédicace de Georges Fenech, « morts ou tombés pour la patrie ou la liberté ».
On peut constater des tentatives de donner un sens après coup à ce qu'on décrit en même temps comme indicible, inconcevable, innommable et inimaginable. Pour terminer, j'aimerais présenter brièvement le roman Oberkampf de Hilmar Klute, paru en 2020. L'auteur allemand est journaliste pour la Süddeutsche Zeitung. Pendant 2 ans, il a vécu à Paris. En 2015, il était sur place. Après que sa compagne de longue date l'a quitté, le protagoniste du roman, Jonas Becker, quitte sa société de conseil Die klugen Köpfe, les têtes intelligentes, déménage à Paris pour réaliser le rêve de sa vie et devenir écrivain. Il voudrait écrire un livre sur un autre écrivain plus âgé qui ressemble à Paul Nizan pour financer son appartement de la rue Oberkampf. Il tombe amoureux d'une jeune femme mystérieuse et bien sûr plus jeune que lui, avec laquelle il passe des nuits entières dans le bar d'à côté. Vous voyez de quoi rêvent les hommes allemands dans la crise de la quarantaine. Il pressent que quelque chose de terrible va arriver, je cite, « Quelque chose de grave allait arriver à cette civilisation imbue d'elle-même. Tous les experts étaient d'accord sur ce point. » Avec son sentiment très allemand de supériorité, le narrateur se moque du président de la République, un homme trapu et ridicule, et constate que le mensonge serait désormais devenu raison d'État. Les manifestations publiques de solidarité et de douleur qui ont lieu place de la République créent un sentiment de malaise chez lui. Il les interprète comme des rituels barbares. Évidemment, vous avez déjà remarqué que c'est un très mauvais roman. Il se moque des gens qui ne connaissent pas le texte entier de la Marseillaise. Et avec les attentats de Charlie Hebdo, sa vie commence à s'effondrer. Mais naturellement, il n'est pas responsable de cet effondrement. Il se voit au milieu d'un phénomène naturel. Nous trouvons donc dans ce roman la comparaison problématique du terrorisme avec un événement naturel, je cite, « C'était des explosions naturelles comme dans un volcan. La haine des défavorisés s'est déversée sur ceux qui avaient des cuillères en or. Une colère refoulée et retenue pendant des décennies a roulé comme un rugissement de lion sur ses ennemis. » Comme je l'ai démontré auparavant, nous trouvons ici la même justification des actes terroristes et la même inversion des rôles de victimes et de bourreaux que j'ai déjà critiqué dans les romans sur le 11 septembre. Le terrorisme est présenté dans ce roman allemand comme un problème de communication qu'on pourrait facilement résoudre en ouvrant un débat libre. Le narrateur et l'auteur peut-être aussi fait ainsi preuve d'une immense naïveté. La scène finale du roman montre comment le narrateur achète un billet et entre dans le Bataclan le 13 novembre 2015. Ce roman allemand, mais aussi les romans et témoignages existants en France jusqu'à présent, démontrent, à mon avis, ce que Leila Slimani, Alexandre Geffen et d'autres ont déjà constaté, que peut-être le grand roman sur les attentats de 2015 reste encore à écrire. Merci beaucoup. Oui, on va regrouper les questions, excusez-moi. Maintenant, nous allons entendre Ingrid, qui va présenter sa communication en anglais, qui est professeure de littérature en Norvège. Ingrid, the floor is yours. I hope everyone is able to understand English. Thank you so much for coming in from Norway. Thank you so much. Shall I switch? Yeah. Thank you so much to the organizers. Thank you for having me. I wish I could follow after Aurélien and Ursula and speak French. Unfortunately, I'm not able to. I'm coming from the university, merci beaucoup, in Trondheim, and the research that I've been doing, I'm a professor of German studies, German literature, but the last 5 years I've been working on a project related to terror, literature and media. And one of our main cases was the 22nd of July attacks in Norway.
And I've been studying how that has developed, how the response to attacks in Norway developed over almost 10 years. And right now I'm working on a more comparative project, and that's where I'm starting to talk today. Terror attacks take place everywhere, and they are dealt with differently by the societies and the individuals that are targeted and affected by the attacks. And one crucial distinction that became even more clear to me yesterday in the roundtable is that some attacks are dealt with through judicial trials, others not. And in my talk, I will focus on the former. I will focus on terrorist attacks that are followed by trials, and how these trials then are dealt with, elaborated on through literature. So my aim by comparing 3 literary approaches from 3 different countries is not to promote a fixed idea that about nations and their characteristic features, be it mentalities, judicial systems, or literary traditions, that all have in common that they constitute normative scheme. My aim is rather to make our understanding of violent events transnational by kind of following up after Ursula, by exploring perspectives that are generated and enabled through literature. So the 3 attacks, the 3 cases that I'm currently working on as part of a bigger book project are the attacks in Oslo and on Utøya in 2011, the attacks perpetrated by the German terror cell NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, in many German cities in the period between 2000 and 2007, and the 2015 attacks in Paris. So in order to point out to you what I consider the particular values of a comparative approach, I'm going to draw your attention to these 3 texts, namely Norwegian poet Endre Ruseth, a long poem which is called Projectile, Katrin Røgla's novel Laufendes Verfahren that came out this summer, and finally to Jannicke Kenell's essay Notre Solitude. I'll start with the Norwegian case. This is a long poem written by Ruseth, and many literary works have been traditionally associated with making sense of judicial trials, be it Sophocles, Antigone, Kafka's trial, but very few of these texts have actually taken the very material presented in court as the base for their literary work. So this is precisely the case with Ruseth's Projectile, which uses the forensic reports that were used during Breivik's trial of 2011. So this is the only material for his poem, the forensic reports, and this rather extraordinary feature may explain also why this poem was very little circulated in Norway, where the fear of being interpreted as being disrespectful towards victims and bereaved one has been a serious and long-lasting concern, and I think has also functioned as a reason to thread very, very, very carefully, both in arts and in literature related to the attacks. But once this poem has been read and experienced, it becomes clear that it deals with the violence as a serious theme. And one could even say that this poem intervenes in a culture, and I'm speaking of the Norwegian culture, that wanted to put the violent attacks behind rather quickly and efficiently. And the text was first published in 2012. And I'm quoting from the beginning, just very briefly. So it goes, it's translated to English here. Through the neck, in the back, penetrating the right lung, into the upper part of the chest, straight through the brain, into the back, through the chest and the left lung, further into the left section of the throat, through the base of the skull, into the left ear, out of the right side of the chin, re-entering via soft tissue in the upper chest. So the title names paratextually the impersonal agent of this poem. It's a movement of a projectile in and through a fragile human body, which is depicted, and it goes verse after verse, page after page. 11 new verses follow on the next page, and they all operate according to the same pattern. We're talking of rhymeless verses with no apparent lyrical eye. And this poem continues over 26 pages. The structure is the same on each page, 10 to 14 verses, most of them opening with a preposition, which is followed by naming a part of the body where the projectile has gone into, through, out, or via, and a description of how a bullet penetrates body tissue, bones, and organs are all taken directly from the forensic report on the Utøya massacre and reorganized
and I stress that, is reorganized into a literary text. So this is the report that was read. It was read in trial, and then it looked like this. And I apologize for the Norwegian again. Here, if this is the forensic report, printed version, which was read in trial. In this source material, the forensic report, the victims are presented, of course, one by one, individually. They are anonymized, but kept separate by a number, and then followed by year of birth and a short description of the site, the place where they were found. But the literary montage, which is what we're dealing with, a montage, leaves everything out except the three last words. In the head, altså inn I bakhodet, I ryggen, gjennom høyre lunge, inn I fremre del av brystkassen, and so on. So it's a minimalization that takes place that confronts the reader with the violence as a sheer penetrating force. And the forensic report, you see, is already scarce, technical, and standardized, but the poem goes on to reduce it even further. So by leaving out all the textual markers that relate body parts to individuals and to places, and by connecting this large amount of textual sequences that all have in common that they describe how a projectile penetrates bodily parts, I would say that Ruseth creates a densified literary text that is extremely hard to read in one go. The massive violence is depicted here is simply difficult to endure. And it is experienced as something that just keeps going on. And at the end of the reading, I'm talking aesthetical experience here, at the end of the reading, it is as if the projectile penetrates something that is not the body of individuals any longer, but a larger self. So here you see the book. It's a little black book with silver letters. We say the aesthetic effects in this case, this literature that is written based on material from the trial, it lies in the very changing of frames from law to literature, and of course in the monotonous and repetitive description of violence. So this poem does something. It's able to expose the reader to violence without making this violence spectacular. It develops some kind of aesthetic efficiency without drawing any attention to the perpetrator. And I'm thinking of what the two talks before me, this concern how to deal with the perpetrators who are themselves, so to say, trying to contribute to specific media events and media effects. How do we deal with them? There is a participatory dimension at stake in this poem, and what I've been particularly interested in here is kind of the capacity of the literary style to bind these anonymized bodies together to a larger community formation, and how this community formation reaches out for the reader and creates some kind of participatory effect. In addition to this, and I'm still staying with this first case, the paratextual elements, the black book cover with the silver letter could evoke for us the impression that we're dealing with a holy text, right? It is as if the dark face of the book and the shiny letters wants to signal to us that we need to go beyond the judicial trial and to try to take in aesthetically and ethically the massive violence and the fact that the victims are silenced and cannot bear witness for themselves. We talked about this yesterday evening. And these are also aspects that connect this first case, the Norwegian case that I'm talking about, with the aesthetic work of somebody like Yannick Enel. Let me go to my second example, which is Katrin Rögler's novel Laufendes Verfahren. The German title can be translated as Ongoing Proceedings. Katrin Rögler is an Austrian writer. She's based in Germany, and her novel Laufendes Verfahren was published this summer, and it relates explicitly to the judicial trial against the extremist right-wing terror cell Nationalsozialistischer Untergrund. And in contrast to the two other cases I'm dealing with, this novel is thematizing a series of attacks, not one or two blows, but a series of attacks that took place over a longer period between 2000 and 2007. So it was an ongoing affair until they were revealed. During this period, the terror cell carried out a series of attacks in different German cities. They killed 9 civilians, all of them with migrant background from Turkey and Greece, and 1 German policewoman. This violence was motivated by racism, and the perpetrators also robbed banks and conducted assaults and bombing that injured many civilians.
And as in the Norwegian case, and this is also an important variable, I think, after what Aurélien talked about also, that these terrorists are homegrown terrorists. And that's something difficult to deal with, something else to deal with for the culture that is targeted. But the title of Regla's novel, Ongoing Procedures, marks the trial. This is very different from Carrère, for instance. It marks the trial as something that is still going on. So the temporality is a crucial aspect. And here we need some context. Because unlike the trials after the 22nd of July terror attacks in Norway and the ones we talked about yesterday evening, the NSU trial did not create a collective sense that the criminal offenses had been sufficiently investigated and dealt with. There are several reasons for this. Both the investigation and the trial itself left the impression that the victims of the attacks were seen as suspects and made responsible for the violence that they had been subjected to. So the lengthy proceedings were disturbed by several interruptions and ambiguities related to access to case documents and impartiality. But most dramatic for the public, however, was the uncovering of far-right networks within branches of the German police and the Verfassungsschutz. That's the Office for the Protection of the Constitution. So a trial that uncovers this kind of connection certainly leaves a lot open to reflect on further. And this is what the American law scholar Robert Ferguson points to. He points to the consequence that when a trial fails, when the law fails, the event in question has a long half-life in cultural memory, he says, Ferguson's. So not only does it make a difference whether there is a trial or not, but it also makes a difference whether this trial is conceived of as a successful trial. And this, of course, also has consequences for literature. There's another work to do. There are other problems to deal with after a judicial trial that leaves too many questions open, and this has been the case with the NSU trial. Regla's novel begins by locating the specific trial procedures in the present and in the future of this present. So temporality is a big concern here. Together with the title, this temporality signals that the judicial trial will in this case be dealt with as something that cannot be put behind. It's a trial that cannot be put behind. It's a trial that stays with us and it stays with the reader. It goes, their complaints and motions will be heard again for hours. That's how it will start. That's how it always starts. The defense attorney positioning themselves. This means that before the trial, they will take pictures. Only then will the judges enter the courtroom and so on. We will not all be there yet. We will arrive one by one. We don't yet know what we're getting ourselves into. So one enters a legal space where many practices appear as predictable, and yet they lie ahead of us. The narration is mediated by a seemingly omnipresent we, who at the same time knows that the future event will be of a character that this we cannot fully anticipate. And during the novel of Regla, this we gradually appears not as a fixed unit that interacts with various, not as a fixed unit. It interacts with various fictional figures that first appear more as types than as individual characters. And then the relationship between them changes throughout the 200 pages of this novel. So it's a fictional experiment, and a lot of the texts that we are dealing with after these attacks are not very experimental. It is a fictional experiment about extending the trial in ways which allow for a different kind of hearing. The auditive dimension is central here, as in many of the trial texts after the attacks. It is about being heard, but most of all, maybe, about being able to hear. In Catherine Regla, there is an intensified attention to the roles in the trial and the social roles. There is an intensified attention towards interpretive frameworks and ways of seeing. Who are we in this? So, as you can see, to explore the trial with Austrian writer Catherine Regla is something very different from exploring Yannick Enel, to whom I will now turn. At the core of Regla's literary experiment stands the notion of a we, which appears to be a subject of change. And it is a we that draws our attention to the trial as a process that can fail, and it can fail to such an extent that it has to stay with us. So this novel
I think it is a very interesting case. It demands a reader that is willing to try to enter a more complex investigation, a more complex mode of reading. And several of the German critics, the book came in June, July, several of the German critics have been complaining, why doesn't she do the same thing as Emmanuelle Carrère? As if this could be an option for the Austrian writer when she tries in a different genre and in a different context to come to terms with something that is very different. So my third and last example is a big embarrassment, because how can I come from the north and speak to you in Paris with my limited knowledge of French? And how can I speak of Yannick Enel's Notre Solitude in front of colleagues who are much more knowledgeable of him than what I am? I will give it a try and apologize for leaning on an English translation for this particular purpose, which is made for me by a colleague, Jean Lasseg, who's been working with me on these cases. As in the case of Endre Ruset and Katrin Rögler, I'm now trying to bring them together in some kind of comparison. As in the case, he is a recognized writer already. He is not. He writes about the trial in several steps. These authors all do. They write in several steps, but he writes from a different proximity to the case, as we all know, and he writes in other genres. First asked to cover the trial of the 2015 January attacks. Then he is writing the columns collected and published together with the drawings of François Bouc. Then Notre Solitude in 2021, which is the focus of interest in my comparative take. As the Norwegian poet, Enel focuses on material from the trial, how it is presented in court, but he refrains from using it. He would not use it in the same way that Ruset does. In a direct way, as material, it is much more, as Ursula said, also, it's much more about the difficulty of writing, about the impossibility of writing, and about the necessity of writing, to try to come to terms with the silence that is imposed upon one through the violence, and to try to not let violence have the last word. Violence paralyzes language, and it writes in French, ridiculous the words. I was not going to describe the bodies. This is from the very beginning and their impacts. There are things that are better left unsaid, details that should be forgotten. Sometimes precision is obscene. So how to do it? How write what? The writing is at the center in a very different way in this text and than in the others. This is also something that is I think the novel of Philippe Lançon is also something that is hard to imagine in a Norwegian or a German setting. A novel like this, I mean, it's a piece that stands itself. But just like Katrin Rögler, and I would like to emphasize this, Enel is deeply interested in the judicial trial, and he's interested in it as an happening where language and a sense of community can be restored through established age-old procedures. But different from Rögler, Enel trusts the ritual forms and the trial, and he even invents new rituals for himself in order to be able to write. I think this is a very important variable between them. Whereas Rögler invents a fictitious re-narrator who observes and reflects on an ongoing trial, Enel's contract with the reader is that of a reliable autobiographical I who positions himself as a witness. He has witnessed the trial, and he has documented this in his first round of writing, but in Notre Solitude, he reflects on this writing and conceives of his status of a witness in an even deeper sense. It is certainly about justice in the sense that all parts in the trial shall be heard. He stresses that. It is about the judicial, and then his obligation, the necessity of his writing drifts towards the victims in a very different way than you can see in the German case. Rögler's prose, which stays much more judicial and social, whereas Enel's listening is a work of memory. It is about listening to the dead, and as you can see from my English quote of the French text, he stresses how this listening to the dead should be included, taken as a dimension of justice. It is about not giving violence the last word. And in this sense, Enel's take, or his essay, appears as an exploration of law and literature inseparably intertwined.
So let me try to wrap up. Yeah, sorry, I was supposed to show this. Let me try to wrap up. Literature as a social resource. Literature takes us into problems. This literature takes us into problems that are left to reflect upon after the judicial trials. We are not done yet, they all seem to say, that the cases that I'm working on in my research. We are not done yet, the trial is over, but we are not done. I have emphasized the different genres, the long poem, the novel, and the essay, the capacities to rework, to remember, and to make something present, and maybe also to make us present to ourselves as we are exposed to atrocities, injustices that threaten to silence not only those who are made direct victims to violence. The material that I'm investigating explores how justice is done through the trial, and the cases demonstrates how trials can be conceived of as a necessary but not sufficient condition for justice. So in my perspective, in this research, the trial constitutes some kind of interval in a broader social dynamic in which literature plays a significant part. So, as I pointed out, literature contributes to a search for measure through its work on various levels of norms and normativity. It reframes judicial material, uses it again, it organizes facts in a new way that allow for new perspectives and maybe even new beginnings. And what I was sensitive to also yesterday when I listened to the roundtable discussion, I was thinking of, the tradition of literature, trauma, and memory studies that we are relating to here in Paris. I was thinking of the notion of the testimony, which is very powerful and very strong, present. It has often been used as a way to point out literature as a particular resource, a part of our search for truth after severe crimes. And I was thinking that in my work, I'm trying to see literature in a slightly different perspective, not primarily as a testimony, but maybe more as an appeal. Because what literature does is to establish the possibility of a new meaning that starts with the same material, to rework it, to start again. And so in this way, literature itself plays a similar role as the appeal does in a legal case. It has the capacity to start fresh and to build new, unprecedented meanings. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Ingrid, pour cette proposition théorique aussi. Je vous propose qu'on prenne une vingtaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour ouvrir les débats. Je crois qu'il peut en avoir aussi, il peut y avoir aussi des questions en ligne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Commençons par les gens qui ont fait l'effort d'être présents. On va juste répéter s'il y a des questions, répéter YouTube de la chaîne pour que les gens puissent entendre. Ah, d'accord, ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. C'est pas une question, en fait, c'est par rapport au travail sur les assassins, c'est juste que je ne sais pas si j'ai travaillé sur Corpus algérien des décennies noires, et en fait, la référence revient aussi. Et je voulais vous dire, enfin, je ne sais pas si vous avez lu ces œuvres-là, mais il y a une belle explication qui est construite sur ce parallèle-là. Puis, il y a bien un micro. C'est sur le microphone. Et donc, enfin, le parallèle est présent dans ce corpus-là, chez YB et puis chez Al-Mozavi, donc tous ces écrivains démocrates francophones de la décennie noire. Et en fait, ça me paraît assez intéressant parce que, d'en parler ici, parce qu'ils utilisent ce mythe-là pour dénoncer les élucubrations ésotériques à la fin des années 90, dans le but de revenir à certaines évidences, en fait, axiologiques. Et donc, ce serait clair chez YB, notamment, le mythe des assassins, il conduit à une espèce d'impasse ésotérique, le recours à ce mythe-là, et une espèce d'impasse de dérive heuristique, ésotérique, et ça se termine par une réaffirmation ferme du fait que, alors je ne sais plus comment c'est énoncé, mais c'est pas bien de mourir, c'est pas bien de tuer, donc voilà, les Algériens font cet usage-là, et ça m'intéresse. Peut-être je me suis dit que ça vous intéresserait si vous ne connaissiez pas ces textes-là. Non, merci beaucoup.
je ne les connais pas. Mais je connaissais un autre auteur algérien qui s'appelle Habib Tengour, qui lui écrit dans les années 80, donc peu avant les attentats du groupe islamique armé, etc., mais qui décrit déjà la montée d'un islam assez strict en Algérie et qui a plutôt été, lui, marqué par ce qui s'est passé en Iran avec Khomeini, mais il pressent, si on veut, l'islamisation de l'Algérie et il réutilise ce mythe d'une façon très ironique. Aussi, Ouais. l'ironie chez Tani, d'accord. Très bien. Merci. Bah, oui, merci, c'était juste pour ça. Merci à vous. Alors, oui, il y a une question du public en distanciel. Bravo, Monsieur Bercé, pour votre exposé passionnant. Vous faites remonter l'émergence du mythe de l'assassin défloreur de vierges au XIe siècle dans les écrits occidentaux. Je ne crois pas avoir entendu de référence au Coran. Est-ce un choix? Il semble que le mythe de l'assassin parte aussi du texte sacré. Alors, effectivement, le mythe des assassins occidental s'inspire des descriptions paradisiaques coraniques, effectivement. Mais je ne crois pas qu'il soit écrit dans le Coran qu'il faille assassiner pour accéder à ce jardin rempli de fontaines de miel, de vin et de vierges. Donc le mythe de l'assassin est une invention occidentale sur l'Orient basée sur des faits réels, mais effectivement les descriptions paradisiaques sont inspirées du Coran. Deux questions pour Madame Henigfeld. Du colloque international littérature et développement économique, mon invité, ainsi qu'il est nommé. Comment Madame Henigfeld définit-elle le terrorisme? N'y a-t-il de terrorisme que lorsqu'il y a attentat avec des bombes? N'existe-t-il pas de terrorisme d'État? Je réponds tout de suite ou... Oui, vous pouvez répondre. Oui, bien sûr, il y a aussi du terrorisme d'État. Mais je ne vois pas trop... Alors, je pourrais... C'est votre définition du terrorisme qui est attendue, en fait, dans un premier temps. Comment Madame Henigfeld définit-elle le terrorisme? Oui, bon, j'ai parlé de littérature qui porte sur le 11 septembre, donc les attentats qui ont eu lieu le 11 septembre, et je ne sais pas si la question se réfère au War on Terror qui a été déclenché après les mesures prises par les États-Unis. Bien sûr, il y a de multiples cas de terrorisme d'État en Amérique latine et ailleurs qu'on a connu tout au long de l'histoire. C'est un très vaste sujet auquel je ne saurais pas répondre en 5 minutes, mais bien sûr, il y a toutes sortes de terrorisme d'État, de terrorisme d'individus, de groupes. Ben là, je me suis référée aux attentats du 11 septembre, qui déjà dans la littérature sont limités pour la plupart aux tours jumelles de New York. Nous nous rappelons qu'il y a eu d'autres attentats en parlant des aliens, etc., qui sont déjà presque oubliés ou qui ne figurent pas dans les romans. Donc, je me suis référée à ce que présentent les romans traitant le 11 septembre et je voulais voir si les modèles narratifs s'en suivent ou s'il y a des changements comparés au traitement littéraire fictionnel sur le Bataclan et sur Charlie Hebdo. Alors, une autre question pour vous. Je lis, c'est Seb, à distance. J'ai aussi une question que m'a inspirée la captivante présentation de Madame Henigfeld, que je félicite au passage pour sa prononciation limpide. Après avoir analysé un corpus significatif d'ouvrages traitant de la perception occidentale du terrorisme, Madame Henigfeld conclut son exposé en disant que le roman du 13 novembre 2015, entre guillemets, reste à écrire. Qu'entend-elle par là?
Existe-t-il un roman qui, pour elle, fasse référence dans le récit d'autres événements traumatiques d'ampleur similaire, en septembre 2001, 11 mars 2004 ou 7 janvier 2015? Sinon, qu'aurait-elle aimé lire à propos du 13 novembre 2015? Alors, je ne suis pas une experte du 13 novembre 2015. Je n'ai pas tout lu ce qu'on pourrait lire là-dessus, mais il me semble qu'on est encore plutôt dans la phase du témoignage et que les grands romans sont encore à attendre. Et c'est normal, ça s'est passé comme ça pendant septembre aussi. Il y a eu beaucoup d'écrits très vite, mais les grands romans, disons, de Stephen Ford, dans des livres sont venus plus tard. Donc, c'était un peu dans cette direction. Aussi, si on veut parler d'esthétique, ouais. Je suis philologue, donc je ne veux pas... bien sûr, le témoignage a sa justification, donc je ne veux pas l'abaisser. Oui, il y avait d'autres questions. Oui, pardon. Donc oui, je me permets d'être en petit désaccord. Je crois que le livre que je ne voulais pas écrire, La voie de l'erreur, est un immense roman, et justement pas un témoignage sur le tableau. J'en parlerai demain. Donc, voilà. Oui, moi, je voulais réagir, si vous me permettez. Je suis Francis Eustache, je ne suis pas littéraire, hein, je suis neuropsychologue, je dirige le programme 13 novembre avec Denis Péchancy. Je voulais réagir aux interventions, et notamment celle de Madame Hennigfeld. Ce qui m'a intéressé, notamment, c'est la diversité des productions. Alors, certes, dans leur forme, mais surtout dans leur contenu. Et c'est peut-être le privilège des littéraires de pouvoir approcher comme ça cette diversité à partir de différentes productions. Bon, c'est vrai pour les livres, mais c'est vrai aussi pour les films, pour toutes sortes de manifestations artistiques. Et je mets en parallèle avec le travail du scientifique que je suis, dont je vous parlerai ce soir, en fin d'après-midi, et la difficulté que l'on a déjà à rassembler cette complexité, parce que le but, c'est d'essayer de comprendre l'évolution des mémoires à partir de cet événement traumatique qu'est le 13 novembre, ces événements traumatiques, parce qu'ils sont extrêmement diversifiés, et la difficulté que l'on a, peut-être plus en France qu'en Allemagne, à transmettre cette diversité. Parce que c'est complexe, et donc pour parler de ces mémoires, donc il y a les différentes strates de la mémoire, il y a la mémoire individuelle, les mémoires collectives au sens partagé, il y a les mémoires sociales qui transcendent, hein, qui sont modifiées par les moyens de communication, les médias de masse, et tout ça interagit. Et en fait, la mémoire du 13 novembre, c'est tout ça à la fois, plus, et je l'ai bien ressenti dans ce que vous avez exprimé, plus quand on parle de mémoire autobiographique, c'est presque une fiction. On court après quelque chose, même quand on est scientifique. Je dis ça alors que, et Denis aussi, on a passé notre vie à courir après la mémoire, si on peut dire. La mémoire, elle est extrêmement difficile à saisir. Quand on fait des tests simples, par exemple apprendre des listes de mots comme le faisait Ebbinghaus, c'est relativement facile de mesurer les effets de la mémoire. Mais quand il s'agit d'autobiographie, de biographie ou de personnages de romans, c'est beaucoup plus difficile, parce que là s'insère dans ce cadre-là le raisonnement autobiographique. Et je trouve que, moi je l'ai bien ressenti dans ce que vous avez dit, et ce raisonnement, il peut être vertueux, mais il peut être tout à fait non vertueux. Et c'est à nous de comprendre tout ça et d'exprimer ça. Et non, je vous le dis parce que souvent on nous demande d'expliquer ce qu'on fait, bon, on fait du mieux qu'on peut, mais on est toujours obligé beaucoup de raccourcir, de simplifier, alors qu'on est devant un sujet d'étude qui est éminemment complexe. Voilà, c'était plus une réaction qu'une question précise. Merci beaucoup. Merci. Oui, Denis. Peut-être qu'il répond d'abord, mais après. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord. Donc,
Il y avait une question ici. Et ça, c'est peut-être, si je peux ajouter ça, une différence au cas des États-Unis. Il y a une diversité beaucoup plus grande de genres dans ce langage de BD, par exemple. Il y a aussi des BD sur le 11 septembre, mais la diversité et la complexité, ça me paraît être plus grand dans le cas du 13 novembre. Alors, on a en théorie une pause, mais prenons encore quelques minutes. Pour les questions derrière, on va parler assez fort, parce qu'on pourra un peu s'avancer par les Essayons des questions un petit peu brèves, qu'on ait le temps de prendre un café. Merci à tous les trois pour vos présentations. J'ai une question pour Michel aussi. Vous avez parlé de l'indicible dans les récits du 11 septembre, comme d'un indicible supposé. En fait, je voudrais que vous reveniez dessus. Est-ce que vous voyez vraiment ça comme quelque chose d'uniquement supposé, en opposition à l'indicible de la Shoah, par exemple, ou s'il y a effectivement un indicible? Non, j'ai dit, bien sûr, dans le cas des survivants, je comprends parfaitement. Je voulais juste démontrer qu'il y a un paradoxe. D'une part, dans les romans, on lit toujours c'est impossible d'écrire au sujet, et en même temps, c'est la chose que les romans font. Donc, c'est un paradoxe inhérent, mais il y a toujours ce discours métalittéraire de l'impossible, de l'indicible, et en même temps, il y a les écrits. Donc, je le vois aussi comme un modèle narratif. Donc, il y a quelque chose, il y a des variantes qui reviennent toujours. Et l'indicible, le discours de l'indicible, ça serait pour moi quelque chose qui est dans presque tous les textes. Et je crois que ça a aussi à voir avec l'élargissement du terme de trauma, qui n'est pas uniquement appliqué aux victimes directes, sinon à des collectivités très, très grandes. Donc, une dédifférenciation, si on veut, aussi de la définition nette de trauma. Alors, tu veux dire un mot d'indicible, c'est une catégorie qui... Oui, c'est une catégorie qui est moins présente dans les récits de la Shoah qu'on le croit ordinairement, en tout cas dans les témoignages. Ça fait un peu partie de du bric-à-brac de clichés qui arrive effectivement et dont on se resserre ensuite. En tout cas, non, ce que je voulais dire, moi, moi, je voudrais défendre un tout petit peu l'honneur du témoignage comme genre littéraire, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que moi, je m'inscris un peu en faux contre cette conception restrictive de la littérature à la fiction. Et il y a toujours un peu, dans le calendrier comme ça de l'attente autour d'un événement comme ça, en littérature, il y a toujours un peu cette idée que il y a d'abord des témoignages, bof, puis après, il y a des romans, ouf. Ça a des gens, évidemment, il y a tout un tas de gens qui en profitent, qui savent qu'on attend des romans, donc qui vont en faire. Hein. On a vu, et vous l'avez très bien dit, il y a quand même beaucoup de mauvais romans. Donc c'est bien la preuve que c'est un peu dommage d'attendre des choses de ce côté-là, je vais dire. Il y a. Je pense que ces mauvais romans, c'est quand même une belle occasion d'aller, justement, pour une fois, regarder ce qui se passe d'intéressant du côté du témoignage nos 14 novembre, l'indicible de A à Z, ce sont des livres qui sont vraiment magnifiques. Il sera malheureusement peu question dans le colloque, mais c'est d'ailleurs symptomatique en soi. Voilà. Oui, ça serait même mal prendre de penser que je veux favoriser le roman contrairement au témoignage. Donc, tous les deux ont leur justification et il peut y avoir des frontières floues entre les deux. C'est plutôt une question qui écrit ou le genre qu'on choisit, mais c'est pas que je dis. Oui, non, mais je dis pas le témoignage a toute sa justification. Ouais. On a une question en ligne. Alors, this is a question for you in English. We will read it in French, and then I try to translate it. Merci. Non, merci. In advance. Alors, la question, c'est, donc déjà merci à tous les intervenants.
Donc, ma question sera pour Madame Folkvord. Je voudrais poser la question du titre fixé par Enel. Notre solitude n'avoue-t-il pas le déficit, la défaillance d'une collectivité parmi les sinistrés et traumatisés? Il me semble que l'absence de lien étant un collatéral dommage que même la plus forte littérature testimoniale n'arrive à conjurer. Okay, so thank you all speakers. My question will be for Ms. Folkvord on three narratives. I would like to ask a question about the title chosen by Enel. Notre solitude does not admit the deficit, the failure of the community among the victims and the traumatized. It seems to me that the absence of link being a collateral damage that even the strongest testimonial literature does not succeed in warding off. I'm sorry about my English. It was okay. Yeah, thank you. Yeah, I think that it touches upon the questions that were posed to Ursula about the undecidability. Also, it's the whole it's about the trauma framing the events as a trauma, and I think that it's very right that there is something paradoxical going on in a discourse that says that it cannot be said and still it says and does. And maybe to understand the productivity of some of these forms, we should. If I look at Katrin Rögler and Yannick Enel, I think what they have in common is that they are very sensitive to ritualizations. They're not only focused on text, but they're focused on shared public forums. So in a way, Enel also says it cannot be said, but he also says it's different afterwards. It is different when something has been shared in a way that is always insufficient, but it works so that something is possible. It's possible to go on together. It's a different measure than to be able to tell the whole truth, which is not possible. So I think that both Rögler and Enel, in a way, they step out. They are in the trauma discourse, and they step out in the trauma discourse by emphasizing rituals as insufficient and productive at the same time. Was that an answer? I tried. Yeah, I wish I could have said it. Malheureusement, le temps s'est écoulé.